comme ceci. Donc, avant de passer, je vais juste fermer ceci, comme ceci. Donc, on n'a pas fait de problème sur les dioptres. Dans votre série de problèmes, il y en a juste un à faire, si je me souviens bien, c'est le 3.29. Donc, le 3.29, je trouve bien parce que vous avez une lentille qui a une épaisseur, donc vous êtes obligé de faire par les dioptres. Et après ça, on dit, bon, si la lentille a été mince, qu'est-ce qu'on aurait trouvé? Donc, l'équation des dioptres, pour vous, ça sera bien à l'examen parce que c'est carrément marqué sur votre feuille de formule, ceci est l'équation des dioptres. Donc, je ne suis pas habitué à une feuille de formule. Moi, je ne suis pas de nature gentille. Normalement, bon, vous avez une belle feuille de formule. Et moi, normalement, la feuille que je distribuais, donc j'ai pris la feuille officielle de Saint-Hyacinthe, je ne mets pas de nom à côté des équations. Donc, il y a des équations, puis là, c'est aux étudiants de se démerder. Ah, ça, c'est un rapport à quoi? Mais votre feuille de formule, elle est bien. Bon, les noms sont marqués, puis là, j'ai marqué dioptre à côté, donc ça va bien. Donc, un dioptre, c'est une surface qui sépare deux milieux. Et à cause qu'il y a une déviation des rayons, on peut trouver une image avec l'équation NI sur P plus NR sur Q est égal à NR moins NI sur R dans ce cas-là. Et la deuxième chose, c'est le grandissement. Donc, le grandissement, c'est ça. J'ai toujours discuté un petit peu avec ça. Donc, c'est sûr que le Q sur P va toujours être là, mais il y a un rapport d'indice, donc c'est NI sur NR ici. Puis, je ne sais jamais sur lequel, mais sur votre feuille de formule, c'est donné. Donc, ça s'applique pour tous les dioptres. Donc, aujourd'hui, on fait un dernier exercice. Et ce dernier exercice-là, le but, c'est... où est-ce que je suis? Ça doit être ici. Parfait. Exercice Zoom. Parfait. Celui-ci. Donc, aujourd'hui, c'est un cours hyper intense. On fait le numéro 7 et après ça, on s'en va dans le chapitre 4 en faire 5 numéros. Donc, on fait 6 numéros aujourd'hui. OK. Parce que vous n'avez pas eu de cours lundi, donc vous avez eu un lab, mais il faut que je me rattrape. Donc, première chose, quand vous avez des problèmes d'optique géométrique, ça le dit c'est géométrique. Essayez de faire des schémas. Donc, si c'est possible d'illustrer quelque chose, illustrez-le. Quand c'est possible. Donc ici, donc, vous voyez, bon, le numéro 8, j'avais fait une forme. Le numéro 8, 9, 10, j'avais rien fait. Mais quand vous regardez les solutions, j'ai quand même parti avec un schéma. Donc, ici, on va faire la même chose. On va essayer d'illustrer la situation. Puis, un coup, c'est illustré, vous allez dire, ah oui, là, je vois mieux la relation entre les paramètres dans ce problème-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On veut regarder un chat à travers une boule de verre, puis ben, c'est comme une des choses que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce chapitre-là, c'est quand j'ai fait ma capsule sur les dioptres, l'image que j'ai trouvée pour présenter sur YouTube, c'était un chat qui regardait à travers un poisson dans un aquarium. En tout cas, je trouvais ça super cute. OK, donc je n'aurais pas dire des commentaires comme ça. Donc, on a un chat qu'on veut regarder à travers une boule de verre. Donc, on donne le rayon, l'indice. Le chat est à 150 cm. On donne la hauteur du chat. On va avoir les caractéristiques de l'image. Donc, première chose, on fait le schéma. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une boule de verre ici, donc comme ceci. Donc, un rayon de 20 cm. L'indice de réflexion 1,52 ici. Devant la boule, j'ai mon chat. Donc, notre chat, c'est notre objet. Donc, ce n'est pas nécessaire de dessiner un chat, je peux juste dessiner une flèche parce que je n'ai pas vraiment de grand talent en dessin. Donc, ici, notre chat, il est à une certaine distance P de la boule ici, et j'ai mon œil de l'autre côté qui regarde ceci. Donc, avant de faire vraiment juste des équations, on va regarder qu'est-ce qui arrive au point de vue de la vraie physique. Qu'est-ce que les rayons lumineux vont faire dans ce problème-là? Donc, les rayons lumineux partent toujours de l'objet, donc ça va dans tous les sens, arrivent sur un milieu qui change, donc on passe de l'air à du verre. Donc, dès qu'on change de milieu, les rayons vont être déviés d'une façon différente. Donc, il va y avoir une déviation des rayons. Et dès qu'on a une déviation des rayons, déviation veut dire image. Déviation veut dire image. Donc, il y aura une première image qui va se faire suite à la déviation ici. Après ça, les rayons qu'on conduit mi-homogènes, ça continue en ligne droite. Oups, ça arrive sur un changement de milieu encore. Donc, il va y avoir une autre déviation. Là, c'est sûr, là, je fais une déviation qui n'a pas d'allure, mais c'est juste pour donner une idée ici. Donc, une deuxième déviation, et l'œil va percevoir l'image de ma dernière déviation. Donc, ça, c'est la physique. Donc, ça veut dire qu'il y a deux déviations, ça veut dire qu'il y aura deux calculs à faire.
première image et deuxième image. Et je vais juste ouvrir une parenthèse. Si j'avais mis un miroir ici, un miroir sphérique comme miroir plat, ça aurait donné 5 calculs à faire. On a eu un calcul ici, une déviation, un deuxième calcul ici, une deuxième déviation. Ah, quand les rayons auraient frappé le miroir, ça aurait fait une troisième déviation. Là, il aurait repassé dans la sphère ici, quatrième déviation, et ça aurait ressorti d'un côté, cinquième déviation. Donc, si l'examen dure 3 heures, je pourrais vous mettre ça comme problème. Donc, ça occupe un bon bout de l'examen, mais on ne va pas faire ça dans ce cas-là. Donc, là, on établit un peu qu'est-ce qui arrive au point de vue concret. Là, il reste à appliquer les équations. Donc, ici, les équations, ça va assez bien. Donc, c'est l'équation des diopes. Donc, pour un dioptre, on va commencer face par face. Donc, la face numéro 1. Donc, ceux et celles qui sont à l'aise avec ça, donc, peut-être faire les calculs avant moi. Donc, si vous êtes capable de me devancer, c'est merveilleux. Donc, l'équation, la clé. Donc, NI sur P plus NR sur Q est égal à la différence des indices, donc NR moins NI sur R ici. Dans ces problèmes-là, c'est toujours une question de signes. C'est les signes qui sont importants. Donc, NI, c'est le milieu d'où proviennent les rayons. Donc, quand ils arrivent à la surface, c'est de l'air, donc c'est 1. P, c'est la distance objet. Donc, ici, c'est un chat. Donc, c'est sûr, un chat, c'est réel. Donc, c'est un objet réel, mais si on regarde, les rayons incidents sont du côté gauche, l'objet du côté gauche. Donc, ça veut dire que c'est un objet réel. Et là, on peut mettre tout en centimètres ou en mètres, ça n'a aucune importance. Je vais laisser ça en centimètres, donc 150 ici. Plus, on sort dans quoi? On sort dans du vert 1,52 ici. Q est la valeur qu'on recherche, est égale à, on a sorti dans le vert, on est arrivé dans l'air, divisé par le rayon de courbure. Et le rayon de courbure, c'est la même convention que l'image. C'est basé sur le côté où émergent les rayons. Donc ici, pour un dioptre, les rayons traversent le système, donc émergent à droite. En émergeant à droite, je vois que le centre de ma sphère il est ici. Donc, si je trace mon rayon est du côté où émergent les rayons lumineux. Donc, si c'est du côté où émerge, ça sera un rayon positif ici. Et si on isole Q, je vais appeler ça Q1 parce qu'il y a plusieurs images ici. On va trouver que Q1, c'est comme ça, Q1, 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 Q1. Où est-ce mon Q1? Mon Q1, 78,6 cm. Donc, normalement, tout le monde va marquer ça comme ça, mais à cause que je suis un proche, je suis obligé d'en marquer un petit peu plus. Donc, il y a un plus, le plus, je n'ai pas obligé de le mettre, c'est facultatif. Donc, le plus nous indique deux choses. Que c'est une image qui sera réelle, et si c'est une image qui est réelle, elle se forme toujours du côté où émergent les rayons. Donc, ça veut dire que c'est du côté où les rayons émergent. Donc, ici, les rayons émergent à droite. Donc, ça veut dire que Q1 serait ceci. Et là, si je dessine mon image, donc je vais effacer mes rayons ici. Si j'efface, mettez mon image. Et là, c'est sûr que l'image peut être droite ou inversée. Ça n'a pas d'importance si vous la dessinez dans le bon sens, dans pas le bon sens, ça n'a aucune importance. Donc, moi, je sais que l'image sera inversée, mais ça n'a vraiment, vraiment pas d'importance. Donc, c'est que l'image 1 se fait à 78,6 cm de la première surface. Or, on sait qu'il y aura une deuxième déviation. L'image 1 va devenir l'objet pour le prochain système optique. Donc, c'est-à-dire que le P, et c'est là ça devient un petit peu plus compliqué, puis avec un schéma, ça aide vraiment à voir qu'est-ce qu'on veut avoir. Qu'est-ce que le P? C'est toujours la distance entre l'endroit où les rayons ont changé de direction et l'objet. Donc, ceci est notre P2. Donc, en valeur absolue, cette année, j'aime mieux travailler avec des valeurs absolues au départ. Qu'est-ce que le P2? Parce que des fois, il y a des étudiants qui disent oui, il y a moyen de prendre les deux chiffres et arriver au chiffre avec le bon signe, mais j'aime mieux pas gosser comme ça. Donc, je vois que P2, c'est quoi? Ça serait Q1 à laquelle j'enlève le diamètre de ma sphère. Donc, ça sera Q1 moins 2 fois le rayon. Donc, 78,6 moins 2 fois 20.
donne 38,6 cm ici. Et là, j'ai besoin de savoir le signe. Est-ce que P2 sera quelque chose de réel ou quelque chose de virtuel? Est-ce que c'est un objet réel ou virtuel? Donc, si on suit les rayons, le côté incident, c'est le côté gauche, le côté émergent, c'est le côté droit. Pour l'objet, pour qu'il soit réel, il faut qu'il soit du côté d'où proviennent les rayons. Là, je m'aperçois qu'il n'est pas du côté d'où proviennent les rayons, il est du côté contraire, ici, dans ce cas-là. Donc, ça veut dire que ça implique que le 2, c'est un objet virtuel. Et quand c'est virtuel, c'est une distance objet négative. Donc, OK. Donc là, on vient d'établir, c'est con, mais c'est la partie la plus difficile dans ce cas-là. Et là, on repart. Donc, on recommence. C'est juste que c'est long. On fait avec la phase 2. Phase numéro 2 ici. Donc, NI sur P2 plus NR sur Q2 est égal à NR moins NI sur R2 ici. Et là, il peut y avoir des petits bugs. Donc, je vais vous indiquer où sont les erreurs. Premièrement, faire attention à NI et NR. Si tantôt c'était l'air et le vert, là, ça change de système. Donc, on est arrivé dans le vert pour sortir dans l'air. Donc, NI, c'est le vert qui est 1,52 ici. L'objet, on le trouve ici, c'est moins 38,6. Plus NR, on sort maintenant dans l'air, donc 1. Ce Q2 est la valeur recherchée. Tout ça est égal à 1 moins 1,52 divisé par le rayon de courbure. Donc, le rayon de courbure, si je veux décrire ce cercle-là, je dois me placer ici. Donc, ça, c'est notre R2 ici. Est-ce que R2 est du côté des rayons émergents? Non. Il est du côté contraire à émergent. Donc, ce sera un rayon de courbure négatif ici parce qu'il n'est pas du côté des rayons émergents. Et là, avec ça, il reste à isoler le Q2. Donc là, c'est sûr que je vais, la mathématique, bon, j'aurais pu envoyer ça de l'autre côté, au moins faire quelques étapes. Mais ma calculatrice est tombée en panne, puis j'ai dû faire ça dans ma tête. Donc, j'ai arrivé dans ma tête que la distance image était de 15,3 cm. Et ce 15,3 cm-là, c'était une valeur positive. Donc, ça veut dire qu'à la fin, on se ramasse avec une image réelle. Et où se forme cette image-là? On va la dessiner ici pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, ici, l'image, elle va se ramasser quelque part ici, donc Q2, à 15 cm, donc je vais marquer mon 15 ici, juste 15 ici, à 15 cm de ma sphère du côté où émergent les rayons. Et là, je vais juste ouvrir une parenthèse, donc dans tous les autres groupes, j'ai fait cette remarque-là, je me suis trouvé intelligent. Parce qu'ici, souvent, des fois, où on place l'œil. Donc, si on plaçait l'œil collé sur le dioptre, qu'est-ce qui arrive? L'image se forme en arrière de ma tête. Or, un œil normal ne peut pas voir des rayons qui convergent pour faire quelque chose qui se produit en arrière de la tête. Donc, généralement, un œil normal commence à voir à partir de 25 cm. Donc, si je devais placer mon œil, puis là, c'est le fun, à la maison, vous avez peut-être des aquariums ou des boules de verre, puis vous pouvez faire des tests, vous allez voir, si je me mets trop proche, je ne vois pas d'image, si je m'éloigne, là, je vais peut-être voir une image. Dépendant, ça dépend aussi où est l'objet de départ, il y a plein de facteurs. Mais là, ici, il faudrait que je me place à 25 cm de l'image pour être capable de le voir. Donc, c'est-à-dire que mon œil devrait être à peu près à 40 cm de la sphère pour être capable de voir le chat qui était à 150 cm de l'autre côté. Donc là, c'est juste un petit, disons, un petit extra là-dessus. Donc, on demande les caractéristiques. Donc, on sait où est l'image, on sait sa nature, elle est réelle, mais on ne sait pas, est-ce qu'elle est plus grande? Oui, William. J'avais une question parce que dans le numéro 3.29, l'objet 2, il donne une réponse positive comme si l'objet était réel, même si l'objet est virtuel. Fait que je comprends juste pas pourquoi. Attends, mais veux-tu recommencer ta question? Dans le numéro 3.29, qui ressemble beaucoup à celui-là avec une lentille qui n'est pas mince. Ah, OK, 3,20. OK, là, j'ai dit OK. Le 3,20, oublie pas, là, ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs. Donc, ça dépend, est-ce que l'objet est loin ou proche?
Donc, si j'avais mis l'objet plus proche ici, au lieu d'être à 150, j'avais mis je ne sais pas quoi, à 10 cm, peut-être que le système n'aurait pas pu converger assez mes rayons, ça aurait donné un Q1 négatif. Donc, un Q1 négatif aurait été un Q de l'autre côté. Donc, ça dépend vraiment de chaque situation. Ça dépend des rayons de courbure, ça dépend de la distance objet. Donc, il y a plein de facteurs qui fait. Tu ne peux pas dire, OK, ça va toujours former une image réelle qui va devenir un objet virtuel. Ça dépend des situations. Donc, des fois, l'image pourrait se faire du côté réel. Des fois, l'image peut se faire du côté virtuel. Donc, il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu pour avoir une réponse unique. Et c'est ça que j'adore de ces problèmes-là. Donc, il y a des personnes, des fois, OK, la situation se fait comme ça, puis je l'apprends, OK, c'est ça, 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 doit avoir ça. Mais là, on ne peut pas faire ça. OK, il ne doit pas avoir un rire sadique avec ça. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Donc, pour ça, j'avais compris 3.29. Je dis, OK. Au lieu d'écouter mes exemples, il fait des problèmes dans le livre en même temps. Donc, maintenant, il nous reste à trouver les deux autres caractéristiques. Est-ce que c'est plus grand, plus petit? Et est-ce qu'elle est droite ou inversée? Donc, c'est avec le fameux grandissement. Or, quand vous avez plusieurs systèmes qui se succèdent, le grandissement total est donné par la multiplication des grandissements de chacun des termes ou des éléments. Donc, M1 fois M2 va donner le grandissement global. Donc, ça veut dire qu'ici, si je l'écris, là, je vais écrire vraiment correctement avec des équations. Donc, le grandissement de 1, ça serait moins NI sur NR, Q1 sur P1 ici, comme ceci. On multiplie le deuxième grandissement. Donc, ici, il y aurait un moins NI sur NR, Q2 sur P2 ici. Et si on écrit ça avec des valeurs numériques ici, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va apparaître, qui est général, mais je ne veux pas dire que, OK, vous devez toujours faire ça. Donc, faire attention de ne pas mélanger les NI et les NR. Ils sont contraires entre la phase 1 et la phase 2. Donc, le NI, c'était l'air au départ, c'était 1. Sur NR, on a sorti dans le verre, donc 1,52 ici. Q1, si je me souviens bien, c'était 78,6 sur P1, 150 mètres. Donc ici, l'important, c'est centimètre, centimètre ou mètre sur mètre. Donc, il faut rester dans les bonnes unités, les mêmes unités. L'autre terme, donc ça va donner moins. NI, là, on est arrivé du verre, donc le 1,52 ici. On est sorti dans l'air, donc le 1 ici, fois Q2, donc Q2 qui est 15,3 ici, sur moins 38,6, comme ceci. Et là, on peut voir qu'il y a des termes qui apparaissent qui pourraient se simplifier. Donc, au lieu de faire le calcul immédiatement, on voit que le 1,52 ici et le 1,52 ici se simplifient. Donc, ça raccourcit votre calcul. Et il y a des personnes qui oublient de simplifier les 1. Donc, il y a un 1 ici qui se simplifie avec un 1 ici. Donc, c'est sûr que si on ne les simplifie pas, ça donne juste un calcul plus long à faire, mais OK, ça ne donne même pas un calcul plus long, c'est seulement 1. Et là, si on regardait en termes de signes, pour voir est-ce que ça sera droite ou inversée. Donc, j'ai un moins avec un moins et un autre moins ici. Donc, 3 moins ensemble va nous donner un négatif. Donc, c'est-à-dire, si c'est négatif, l'image finale sera inversée. Donc, l'image, on va dire 1 ici. Et après ça, donc, on fait le calcul par la suite. Et on va trouver une valeur de moins 0,206 ici. Et comme notre M en valeur absolue est plus petit que 1, donc on va avoir une image du champ qui sera plus petite. Donc, elle sera inversée et plus petite. Et là, il nous reste à l'examen, et c'est ça qui est peut-être, si j'avais quelque chose à corriger dans le livre présentement, c'est les réponses à la fin. Pour moi, souvent, les réponses sont légèrement incomplètes. Parce que moi, je veux savoir, est-ce que le 15,3 qu'on vient d'obtenir, est-ce que vous savez, c'est mesuré par rapport à quoi, de quel côté? Donc, quelqu'un dit l'image est à 15,3. C'est sûr que si on mettait quelqu'un, bon, des fois, des années, je suis con, mais là, si quelqu'un me met sur un schéma, je vois que vous l'avez marqué ici à 15,3 du bon côté, je dis, bon, je ne suis quand même pas un sans dessin. Je vais accepter la réponse
qui est déjà sur un dessin. Mais si quelqu'un voulait écrire un texte, qu'est-ce qu'on pourrait un texte? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que l'image est à 15,3 cm. Et là, il faudrait juste préciser par rapport à quoi et de quel côté. À la droite. Et là, je vais dire que je n'ai pas écrit comme ça dans les autres groupes, mais ça va sonner bizarre. À la droite de la face de droite. Donc, il est à droite de la face de droite. Donc, ou on pourrait dire à droite de la deuxième face. Et là, un coup qu'on a bien précisé où qu'elle est, donc après ça, on pourrait dire, bon, elle est réelle. Pourquoi? Parce que nous trouvons un Q positif. Elle est inversée parce que le grandissement résultant a donné un moins. Et elle est plus petite ici, parce que le grandissement est inférieur à 1 en valeur absolue. Donc ça, ce sera, théoriquement, c'est la réponse complète. Donc c'est surtout ce petit bout-là ici, de bien préciser, bon, la valeur finale est mesurée par rapport à quoi, de quel côté. Puis des fois, dans le livre, si tu avais une fois où je pense que c'est le 3,29 que William nous parlait tantôt, il donne la position de l'image, puis je trouve ça brillant. Ils ont décidé de donner la position par rapport au centre. Donc, le centre, c'est un point clair pour tout le monde. Donc, par rapport au centre de la lentille ou par rapport au centre du dioptre, mon image est à telle distance. Donc, ça, j'ai trouvé ça bien comme façon d'écrire les choses. Donc, avec ça, ça termine. N'oubliez pas qu'il y a 6 problèmes à faire. Donc, on vient d'en faire un. Donc, ça termine le fameux chapitre 3. Donc, je trouve ça bien. Bon, en tout cas, peu importe ce que je vais faire, je vais dire, je trouve toujours ça bien, mais de prendre quand même 20-30 minutes pour revenir sur ce chapitre-là, surtout ces conventions de C. Donc, plus qu'on répète souvent, mieux que C. Donc, avec ça, ça fait une bonne répétition en scolaire. Là, on va tomber dans un nouveau chapitre. Le chapitre 4. Le chapitre 4, le but de ce chapitre-là, c'est de démontrer que la lumière est une onde. Dans le chapitre 3, avec l'optique géométrique, ça sous-entend que la lumière, OK, c'est des rayons. Des rayons, c'est comme des particules qui vont en ligne droite. Donc, quand j'arrive dans un milieu différent, les particules, frappent un miroir, les particules rebondissent, ou les particules sont déviées quand on passe de l'eau à l'air. Donc, c'est un modèle que la lumière, c'est comme un genre de flux de particules qui avance dans l'espace. Or, en faisant des recherches, les scientifiques ont vu, on dit, il y a des choses que, si je prends ce modèle-là, ça ne fonctionne pas. Donc, ils sont aperçus que la lumière, en réalité, ce n'est pas un flux de particules, c'est plutôt une onde. Donc, aujourd'hui, demain, pas demain, mais les 3 prochains cours, on va parler de différents phénomènes qui prouvent que la lumière est une onde. Donc, on va bûcher là-dessus. Et un petit peu plus tard, au chapitre 6, on va revenir que la lumière est une particule. Donc, on va tourner en rond. Donc, on va voir, OK, modèle corpusculaire, on rejette, on prend le modèle onde, puis un petit peu plus tard, ça devient autre chose. On revient à la notion de particule. Oh, ça devient intéressant. Donc, le premier phénomène, polarisation, pour démontrer que la lumière est une onde, on peut la polariser. Donc, qu'est-ce que la polarisation? Donc, je vais y aller assez rapidement parce que je l'explique dans les... Donc, quand vous avez une onde, par exemple, vous avez une vague va toujours osciller de haut en bas. Donc, il y a juste une direction particulière où la vague oscille. Donc, on pourrait dire que la vague, c'est une onde polarisée parce qu'il y a juste un plan d'oscillation. Quand je parle, aussi, normalement, il y a juste un plan d'oscillation, mais mes particules oscillent dans ce sens-là. Quand j'ai une corde, ça oscille juste dans un sens. Or, pour la lumière, c'est porté par des particules chargées qui sont en mouvement. Mais ces particules en mouvement-là peuvent bouger de n'importe quelle façon. On pourrait bouger de haut en bas, de droite à gauche, en diagonale, de toutes sortes de façons. Donc, si ça fait de toutes sortes de façons, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que la lumière qui vient vers vous, ça peut être un sinus qui est vertical. Ça peut être un champ électrique qui s'en va horizontalement vers vous. Ça peut être un champ en diagonale. Donc, généralement, la lumière qui vient vers vous, c'est une lumière qu'on appelle non polarisée.
Donc, souvent, on va la dessiner comme ceci. Donc, où les flèches ici, généralement, représentent le champ électrique qui se propage vers vous. Donc, on aurait des champs électriques qui se propagent vers nous. Quand c'est des sources, bon, le soleil, des ampoules, donc les particules aussi dans n'importe quel sens. Donc, le champ n'est pas polarisé. Donc, l'oscillation se fait dans tous les sens. Or, il y a des phénomènes physiques qui permettent de choisir un axe d'oscillation. Donc, souvent, on va faire passer ça, qu'est-ce qu'on appelle dans un polariseur. Donc, il y a d'autres façons aussi de le faire. Donc, le polariseur, c'est un système qui a été construit. Donc, normalement, c'est con, mais c'est vraiment quelque chose, c'est du genre, un genre de plastique qui est étiré. Et en l'étirant, il y a un axe de transmission qui est créé. Et toutes les parties des ondes qui sont parallèles à cet axe-là vont pouvoir traverser. Donc, c'est sûr qu'elle en diagonale va traverser totalement, mais les autres, celle-là qui est horizontale va être légèrement coupée. Donc, la partie perpendiculaire va être coupée, la partie parallèle va passer, et ainsi de suite. Et là, vous allez avoir de l'autre côté une lumière qui sera polarisée, qui aura une certaine intensité à la sortie. Donc, c'est sûr qu'en coupant des composants, ça coupe vraiment l'intensité lumineuse. Et il y a une loi qui permet de déterminer si j'avais tant d'intensité au départ, je le fais passer dans un polariseur, quelle est l'intensité qui va en résulter. Et là, c'est sûr que l'équation, il y a un petit bas dans ma présentation, mais ce ne sera pas si grave que ça. Donc, l'intensité qui va ressortir après un polariseur sera normalement donnée, qu'est-ce qu'on appelle par la loi de Malus, qui dit que c'est l'intensité de départ fois cos au carré de θ, où θ, c'est l'angle entre le plan d'oscillation de l'onde et l'axe de transmission. Sauf que qu'est-ce que j'ai fait ici, c'est pas tout à fait correct, mais on va voir où est le petit bug que j'aurais pas dû faire, mais en tout cas, donc il y a un petit bug là-dedans, mais le principe, c'est plus pour vous montrer le principe dans ce cas-là. Donc, on passe au nouveau chapitre. Puis aujourd'hui, j'ai on m'écrit des centaines de news. Monsieur, vos cours sont trop courts. Donc, comme ils sont trop courts, j'ai décidé aujourd'hui de faire au moins 5 exercices dans le chapitre 4. Puis, je ne voudrais pas vous décourager avec ça. Donc, généralement, mes solutions, donc, je fais des solutions qui sont à peu près comme ça. Mais là, vous voyez que pour un numéro, là, vous dites aujourd'hui, prof, il est vraiment sadique, il y a son rire de sadique. Les numéros sont quand même assez long. Quand c'est rendu qu'un numéro par une page, OK, il y a quelque chose. Donc, c'est juste pour vous faire broyer un petit peu. OK. Parce qu'il faut que je garde un prof de physique, ça fait brailler ses étudiants. OK. Donc, même si on est dans le chapitre 4, la première idée, quand je vois un énoncé, si c'est possible, j'essaie de l'illustrer. Parce que là, peut-être avec les ondes, la lumière, c'est peut-être moins évident à faire, mais quand c'est possible, on essaie d'avoir une illustration. Donc, qu'est-ce qu'on a en 1? Donc, on a de la lumière non polarisée qui arrive sur 2 polariseurs. Le premier a un axe de transmission horizontale, l'autre est incliné à 30 degrés par rapport à la verticale. Et on veut savoir quel est le pourcentage de la lumière qui va sortir de l'autre côté. Donc, ici, numéro 1, on illustre. Donc, qu'est-ce que vous avez au départ? Vous avez de la lumière qui est non polarisée. Donc, une lumière dont le champ électrique oscille dans tous les sens. Vous prenez cette lumière-là, vous l'insérez dans le polariseur numéro 1. Donc, le polariseur numéro 1, je vais aller avec la couleur, ça va être plus facile à voir. Son axe de transmission, il est horizontal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les parties horizontales vont passer, tout ce qui est vertical sera coupé. Qu'est-ce que vous allez obtenir à la sortie? Vous allez obtenir une onde qui va être polarisée horizontalement, qui aura une intensité I1. Donc, ça ne se termine pas là. Cette onde-là va rentrer dans un autre polariseur, donc le polariseur numéro 2 ici. Lui, il y a un bol là-dedans. L'axe de transmission est à 30 degrés par rapport à la verticale, mais ce 30 degrés-là, ça n'a pas d'importance qu'il soit à droite ou à gauche, vous allez avoir le même résultat. Et comme ça n'est pas perpendiculaire à lui, donc il y a une partie qui va passer. Et qu'est-ce qui va passer
c'est sûr qu'il y aura une partie de I1 qui va être coupée ici. On va sortir maintenant avec une lumière qui va être polarisée en diagonale, qui aura une intensité I2. Et le but de l'exercice, c'est quoi? C'est de trouver le rapport de qu'est-ce qui est sorti, donc I2, sur qu'est-ce qui est rentré. Donc, pour voir, est-ce que c'est 50% de la lumière qui a été coupée, 40%, est-ce qu'il nous reste juste 5% de la lumière à la fin de tout ce processus-là? Donc, c'est quand même ça, ça vous dit peut-être plus que sans ça, les équations deviendraient peut-être plus compliquées à comprendre. Première étape. Cette étape-là ici, c'est quelque chose de particulier. La loi de malus s'applique uniquement si on entre dans le polariseur avec de la lumière polarisée. Or, ici, ce n'est pas de la lumière polarisée qui arrive, c'est de la lumière non polarisée. Dans votre texte, ils font une belle intégrale. Bon, si on fait la moyenne de tout ce qui est horizontal ou vertical, on arrive à quelque chose, mais de façon logique, comme c'est juste les parties horizontales qui passent, donc chaque vecteur, je peux les décomposer. Il y a autant de parties horizontales que de parties verticales. Donc, comme il y a autant d'horizontales que de verticales, qu'est-ce qui va arriver? Quand j'ai de la lumière non polarisée, à la sortie, l'intensité va diminuer d'un facteur 2. Donc, il y aura 50% de la lumière qui va passer et il y aura 50% de la lumière qui va être bloquée par le polariseur. Donc, c'est-à-dire que I1 sera égal à ça. Et là, maintenant, on passe de la lumière polarisée dans un polariseur. Là, c'est la loi de malus qui va s'appliquer pour trouver I2. Donc, qu'est-ce que sera I2? Donc, I2, c'est qu'est-ce qu'on a rentré? Donc, on a rentré I1 fois cos au carré de θ, où θ, c'est quoi? C'est l'angle entre l'axe de polarisation et le plan d'oscillation. Donc, ici, j'ai décidé vraiment d'être pas gentil. Notre onde oscille horizontalement. L'axe de transmission, il est comme ceci. L'angle qu'on va avoir, c'est ça dans le problème. Or, qu'est-ce que je vous ai donné? C'est plutôt celui-là ici. Oh, mon triangle il est un petit peu tout croche, 30 ici. Oh, le prof essaie de nous mettre une petite pogne ici en ce cas-là. Donc, c'est que notre θ, comme ça forme 90 ici. Donc, 90 moins 30 sera égal à θ. Donc, ça fait que θ est égal à 60 degrés central. Donc, notre θ est 60. Et notre I1, c'est merveilleux, on peut l'exprimer en fonction de qu'est-ce qu'on avait au départ. Donc, I1 est égal à I0 sur 2. Donc, on peut écrire notre équation. Donc, I2 sera égal à I0 sur 2 fois cos au carré de 60. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir le final sur qu'est-ce qu'on avait au départ. Donc, c'est d'avoir I2 sur I0 ici. Donc, lui, je l'envoie de l'autre côté. Donc, il nous reste une demi fois cos au carré de 60. Et si on obtient tout ça, vous allez trouver que qu'est-ce qui sort après les deux polariseurs, c'est 0,125, ou si on mettait en pourcentage, des fois, c'est plus facile de concevoir. Donc, ces deux polariseurs mis bout à bout nous donnent une intensité lumineuse à la fin de 12,5 %. Donc, c'est presque 90 % qui est disparu, absorbé par les deux polariseurs. Donc, ce n'est pas vraiment idéal, mais c'est un problème. Donc, ici, vous voyez qu'au point de vue mathématique, c'est relativement bref. Puis, j'ai mis pas mal. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus compliqué que ça? La réponse est non. J'ai mis le piège, ce piège-là. Donc, l'angle qui est dans l'énoncé, ce n'est pas toujours l'angle θ. Donc, des fois, il faut faire un petit calcul. Puis là, donc, j'ai mis des successifs avec une lumière non polarisée. Donc, théoriquement, l'exemple numéro 1 couvrait l'ensemble de la matière avec des polariseurs. Donc, c'est dommage, mais c'est ça. Donc, à l'examen, c'est dur de faire un problème à 20 points là-dessus. Dans ce chapitre-là, c'était un peu compliqué à écrire des questions parce que généralement, j'essaie d'avoir des questions de compréhension, mais ce n'est pas toujours facile à faire, mais j'en ai trouvé au moins une pour les polariseurs. Donc là, c'est quelque chose de particulier pour le 2. Vous avez une lumière qui est polarisée horizontalement comme ceci, et on veut, pour une raison quelconque, pour une application quelconque, qu'elle devienne verticale. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Si oui, comment? Donc, la seule chose qu'on sait, c'est qu'un polariseur,
ça choisit un axe de transmission. Donc, numéro 2 ici. Donc, initialement, vous avez votre onde qui oscille comme ceci, et je voudrais avoir à la fin que l'onde oscille verticalement. Est-ce que je peux réaliser ça avec un polariseur? La réponse, c'est non. Je ne peux pas réaliser ça avec un polariseur, parce que si je mets mon polariseur ici, puis je mets mon axe de transmission comme ceci verticalement, le champ électrique est perpendiculaire à l'axe, tout ce qui est perpendiculaire est coupé, ça ne fonctionnerait pas. Ah! C'est comme je jouais au mot croisé. Avec un polariseur, non, mais si je rajoute des S ici, non avec un S ou oui avec un S, avec plusieurs polariseurs, ça va fonctionner. Donc, le truc, c'est d'utiliser 2, 3, 4 polariseurs. Donc, si j'utilise 2 polariseurs, donc ça, c'est mon polariseur 1, je vais mettre un axe quelconque. Donc, il ne faut pas que ce soit vertical. Donc, un axe entre 0 et 90 degrés. Donc, la position de l'axe n'a pas d'importance. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Donc, la lumière qui va entrer dans ce polariseur-là. Comme il y a une partie qui est parallèle à l'axe, il va y avoir une partie qui va, ou qu'est-ce qui va émerger? Ça sera un I1, donc une intensité qui sera parallèle à l'axe de transmission. Et si je mets un deuxième polariseur par la suite, comme ceci, où l'axe est maintenant vertical, comme ceci. Ah, si je regarde ça par rapport à ça, c'est pas perpendiculaire. Donc, si ce n'est pas perpendiculaire, il y a une partie de la lumière qui va passer. Donc, c'est sûr que j'en perds à chaque étape. Et qu'est-ce qui va sortir à la fin? Ça va être un I2, qui va être beaucoup plus petit qu'est-ce que j'ai par rapport au départ, mais ma lumière qui était polarisée horizontalement, j'ai pu la faire qu'elle devienne verticalement. Donc, c'est sûr qu'ici, ceux et celles qui trippent mathématiques, il y a plein de choses que vous pouvez faire là-dedans. Donc, on peut trouver, en fait, comme lui, j'ai mis à n'importe quel degré, mais si vous le mettez à 45 degrés, c'est ça qui maximise l'intensité de sortie. Donc, on pourrait dire, c'est comme une optimisation, donc on dériverait la fonction, on mettrait égal au cas à 0, puis on trouverait que l'angle qui optimise notre système, c'est quand que l'axe de transmission entre les deux est à 45 degrés. Si j'en mettais 3, 4, 5, qu'est-ce qui arriverait? Moins que le changement est brutal, plus que l'intensité lumineuse est grande à la fin. Donc, il y a moyen de trouver des belles équations. Donc, moi, pourtant, je n'ai pas le temps de faire ça, mais je me suis amusé un petit peu là-dedans. Je trouvais ça comique. Donc, ici, bon, c'est la question de compréhension. Donc, on peut changer l'orientation grâce à plusieurs polariseurs qui sont mis l'un à la suite des autres. OK. Donc, c'était la 2. La numéro 3, il y a une autre façon de polariser les choses. Donc, il y a des instruments qui s'appellent des polariseurs ceux qui font de la photographie, des fois, on sert des polariseurs, mais il y a aussi les ondes polarisées, ceux qui font du sport ou du plein air, des fois. Des fois, vous avez des éclats. Donc, vous regardez la route. La route semble être super luisante ou je ne sais pas quoi. Les reflets vous achalent. Vous faites du ski, la neige est trop reluisante, vous êtes sur l'eau, c'est reluisant. Qu'est-ce qui arrive? Donc, c'est des réflexions, mais il y a quelque chose de particulier. Lorsque l'onde arrive sur un milieu différent, donc on passe du milieu N1 au milieu N2. Donc, si on regarde la physique de base, il y a une partie qui est réfléchie et il y a une partie qui est transmise. Or, la polarisation ou l'orientation du champ électrique respecte les règles de réflexion, mais si vous avez avec une onde, et là, je ne vais pas la dessiner comme ceci, mais parce qu'elle n'est pas dans le bon sens, avec une onde polarisée, les composantes parallèles et perpendiculaires à la surface ne sont pas réfléchies de la même façon. Donc, il va exister un angle qu'on appelle l'angle de polarisation ou l'angle de Brewster, où ce rayon-là est totalement, je ne vais pas l'écrire, polarisé. Donc, ça veut dire qu'ici, le champ électrique qui est dans ce rayon-là n'est juste dans une seule direction. Et si c'est dans une seule direction, qu'est-ce qui arrive? Donc, si je veux couper les reflets,
J'aurais juste besoin d'avoir des lunettes avec des verres polarisants qui seraient mis à 90 degrés par rapport à la direction de destination de notre champ électrique pour couper les reflets. Donc, souvent, ceux qui font des sports nautiques, donc souvent, les personnes, des fois, ont des lunettes polarisantes pour couper les reflets qui viennent de l'eau parce que la lumière qui rebondit est généralement polarisée. Donc, je vais juste ouvrir une parenthèse. Donc, il y a un angle où c'est totalement polarisé. Pour tous les autres angles, vous allez avoir une polarisation partielle. Donc, les deux champs, donc si j'expliquais les deux champs comme ceci, comme perpendiculaires, là, on va voir, peut-être un va être coupé de 90 puis il va rester 80 de l'autre. Donc, il y aura quand même un effet que les deux, ce ne sera pas une lumière où que le champ électrique oscille dans tous les sens de façon uniforme, mais vous allez avoir un côté qui va être privilégié par rapport à l'autre. Donc, pour le rayon réfléchi et réfracté, vous avez ce phénomène-là. Puis, avec des lunettes polarisantes, on peut quand même couper une partie de la lumière qui apparaît dans ce cas-là. Et avec ça, en jouant avec les propriétés trigonométriques et avec l'aide de William qui me trouve des erreurs, on trouve que l'angle de polarisation est donné par le rapport des deux indices. Donc, c'est donné par le rapport d'indice émergent sur l'indice incident. Puis, dans ma capsule Zoom, là-dessus, j'ai fait une erreur de dyslexie. Donc, pourtant, quand on regarde, je mets ça à l'intérieur, puis là, le symbole change comme par magie, puis 30 secondes après, ça revient au bon symbole. Donc, j'ai fait une petite erreur de symbolisme. Donc, c'est un θP qui devrait être un θR. En tout cas, donc, il y a un symbole R qui doit être un P, si je me souviens bien. Donc, ça, c'est l'angle qui permet de polariser totalement un rayon qui est réfléchi. Donc, c'est sûr que vous allez dire, hey, on ne peut pas avoir beaucoup de problèmes là-dessus. Exactement. Puis là, c'est une équation. Donc, je vous donne deux paramètres, trouvez le troisième. Mais j'ai quand même trouvé une question chienne. Donc, vous allez dire, OK, c'est les pires questions qu'on peut poser. Donc, ici, vous avez une lumière non polarisée qui arrive sur une surface à 54 degrés. On dit que la lumière qui est réfléchie n'est pas polarisée, donc je veux dire totalement, donc il manquerait le mot totalement pour être vraiment rigoureux. On demande trouver l'indice de l'autre milieu. OK. Puis après ça, il va y avoir une deuxième question. Donc ici, on est là cette situation, toujours la base en physique. Donc, mon rayon arrive comme ceci, à 54 degrés comme ceci. Donc, il y a une partie qui rebondit comme ceci, à 54 degrés ici. Et c'est sûr qu'il va y avoir une partie qui va émerger de l'autre côté avec un angle de réfraction qu'on ne connaît pas ici et que peut-être qu'il va être demandé dans le B. Donc, ici, on veut savoir, donc ici, on est dans l'air. On dit que ce rayon-là est totalement polarisé. Donc, l'angle de polarisation, c'est l'angle avec la normale, donc on le donne. On donne N1, c'est trouver N2. OK. Donc, pour le A, donc on a tangente de θP. Bon, on va le marquer au complet. Est égal à N2 sur N1 ici. Donc, tangente de 54 est égal à N2. Donc, c'est qu'est-ce qu'on cherche? On prenait dans l'air, donc on prenait de 1. Donc, si on essaie de mettre N2, on trouve que N2, c'est égal à 1,38 ici. Les indices sont toujours plus grands que 1. Donc, ici, l'air, c'est normalement l'indice. Bon, l'air, c'est presque le vide, donc c'est l'indice le plus petit. Donc, c'est logique que N2, que l'autre milieu soit quelque chose de plus grand, puis ça correspond à peu près à de l'eau, entre l'eau et le verre, donc c'est un mélange entre les deux. OK, donc c'est appliquer l'équation, c'est vraiment, ça l'examen, c'est vraiment con, c'est vrai, un tout ou rien, c'est soit qu'on sait c'est quoi le concept, ou soit qu'on ne sait pas. En B, j'ai essayé de trouver quelque chose de particulier. En B, je demande, là c'est une question plus de géométrie, je demande l'angle entre le rayon émergent et le rayon réfracté. Donc, il y a deux possibilités. Donc, soit qu'on vous donne l'angle comme ceci, donc de là jusqu'à ici, ou qu'on donne l'angle d'ici jusqu'à là. Donc, les deux possibilités sont bonnes. Il y a une possibilité qui ne demande aucun calcul, puis l'autre demande un certain calcul. Donc, je dis, OK, on prend la possibilité avec un calcul. C'est peut-être ça qui est le plus simple. Je pourrais trouver mon angle de réfraction. Donc, mon angle de réfraction, c'est donné par la loi de la réfraction. Donc, NI sin de θ I est égal à NR sin de θ R ici. Donc, qu'est-ce que I, c'est mu incidence, donc c'est l'air, c'est 1. On est arrivé à 54 degrés ici. Est égal à NR
qui est 1,38, fois sin de θr ici. Donc, vous avez juste un inconnu, donc on envoie le 1,38 de l'autre côté, on fait arc sin, et on trouve que θr est égal à 36 degrés. Donc, un coup qu'on a 36, là, je vais le faire en couleur parce que je sais que ça peut être problématique. Donc, si je partais d'ici, puis j'allais jusque-là, donc ici, je vais appeler ça alpha. Qu'est-ce que alpha ici? Donc, je vois que alpha, c'est, premièrement, cet angle ici. Donc, cet angle-là, c'est quoi? Si j'ai 54 ici, ça forme 90 à cet endroit-là. Donc, cet angle ici, je vais faire ça, ce petit bout-là ici. Ce serait 90 moins 54 qui va donner 36. Donc, j'ai déjà un 36 degrés à faire. Pour me rendre jusqu'ici, vous devez faire un autre, un 90. Donc, plus un 90 ici. Et on doit faire ce petit bout-là ici, qui est l'angle de réfraction, qui est encore un 36. Et ce n'est pas un hasard que vous avez 2,36. Donc, ça donne 162 degrés. Mais il y aurait eu un calcul sans faire de calcul. Si je partais de l'autre côté, ça va donner l'angle, 360 moins cet angle-là. Qu'est-ce que ça sera? Ce sera 54 degrés, plus 54 degrés. Et pour avoir la polarisation totale du rayon réfléchi, il faut que entre le rayon réfléchi et le rayon réfracté, qui est un angle de 90 degrés. Et là, je n'aurais même pas eu besoin de trouver ça ici. Donc, 54 plus 54 plus 90 me donnerait 360 moins ça. Ça donnerait, je pense, 198 degrés dans ce cas-là. Donc, il y a deux possibilités. Puis, à la rigueur, là, je suis en train de me poser une question. Hey, on n'aurait même pas eu besoin de faire ça ici, que c'est 36 degrés, parce que si j'ai 54 ici, j'ai 90. Tout ceci, c'est 180 degrés. Donc, 180 degrés moins 90 moins 54 aurait donné le 36 degrés sans passer par la loi de la réfraction. Donc là, il y a plein de façons, et c'est ça qui est les pires problèmes. Quand il y a plein de façons d'arriver à une réponse, là, on est un petit peu plus embêté. Donc, avec ça, ça termine le sujet de la polarisation. Donc, ce n'est pas des problèmes hyper longs. Puis là, on va passer, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, parce que là, ça va durer quand même 1h30, 2 heures. On va commencer les problèmes d'interférence. Donc, on a parlé du concept d'interférence un petit peu dans le chapitre 2. Qu'est-ce que l'interférence? Donc, l'interférence, c'est la façon de mettre en évidence qu'un phénomène est ondulatoire, c'est des ondes dans ce cas-là. Donc, une interférence, c'est quoi? C'est si je prends deux ondes qui occupent le même milieu, je les additionne ensemble. Et qu'est-ce qui est merveilleux avec l'interférence, c'est que les ondes s'additionnent de façon scalairement. Donc, une amplitude plus une amplitude donne une autre amplitude. Vous avez deux types d'interférences. Donc, si je dessine quelque chose comme ceci, donc si j'avais quelque chose comme ça, puis quelque chose comme ça ici, un creux vis-à-vis un creux, un pic vis-à-vis un pic, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une onde super grande. Donc, ce type d'interférence-là, ça s'appelle une interférence constructive. On obtient un résultat très grand. Or, il y a l'inverse qui existe. Donc, si j'ai une onde comme ceci, et j'additionne avec une onde qui est inversée par rapport à la première, donc sommet avec creux, creux avec sommet, creux, sommet et creux, qu'est-ce qu'on obtient? On n'obtient rien. On obtient quelque chose de nul. Ce type d'interférence-là, c'est une interférence destructive. Parfait. Donc là, il n'y a rien, théoriquement, bon, on reprend du vieux un petit peu, puis on va remettre ça pour la lumière. Pour avoir de l'interférence, généralement, ça prend deux sources, deux objets qui émettent des choses. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, vous allez dire, c'est bizarre comme problème. Les problèmes qu'on va faire, ça va être avec le son, c'est même pas avec la lumière. On va juste introduire le concept. Si on était en classe, je pourrais mettre deux haut-parleurs dans le cadre. Un haut-parleur dans le fond de la classe, un autre haut-parleur dans un autre coin de la classe. Et si vous promenez dans la classe, les deux ondes sonores vont. C'est sûr que là, il y a la réflexion du mur qui fait que ça a bousé un petit peu l'expérience, mais généralement, on est capable quand même d'avoir quelque chose de probable. Vous promenez dans la classe, puis à des endroits de la classe, vous n'allez pas entendre un son uniforme.
Donc, à des endroits dans la classe, les deux ondes vont s'additionner pour donner une onde qui est plus forte. Et à d'autres endroits, vous allez entendre les deux ondes s'additionner, puis ça donne une onde presque très faible. Donc, il y aura des ondes fortes dans des endroits, des ondes faibles. Donc, ici, l'interférence est basée sur la différence entre les deux ondes. La différence entre les deux ondes, on peut le symboliser, l'exprimer de deux façons. On peut l'exprimer en termes de paramètres géométriques. La source 1 est à tel endroit, la source 2 est à l'autre endroit. Si je fais la différence des deux trajets faits par mes deux ondes, ça me donne une certaine condition. Donc, on peut l'exprimer en fonction de la géométrie. Donc, si on l'exprime en fonction de la géométrie, il faut que la différence, normalement, ce terme-là, ça s'appelle différence de parcours, différence de marche, différence de trajet. Si la différence de trajet entre les deux ondes, c'est des multiples de lambda, ça va donner quelque chose de construit. Donc, si 1, c'est comme si je prenais ça, si 1 a un lambda de plus par rapport à l'autre, on revient creux vis-à-vis creux, pic vis-à-vis pic, ça fonctionne ici. Si c'est destructif, il faut que la différence de trajet entre les deux ondes soit égale à des demi-multiples de lambda. Donc, si c'est déphasé de 1 demi-lambda, donc ici, je pourrais dire, ma source 1 est partie comme ceci, et ma source 2 était là ici. Donc, je m'aperçois qu'entre les deux, il y a eu un décalage de 1 demi-cycle, et 1 demi-cycle, c'est suffisant pour avoir du destructif. Donc, on peut l'exprimer en termes de longueur. Personnellement, j'aime bien voir des longueurs parce que c'est plus concret, mais on peut aussi l'exprimer en termes d'une différence de phase. Donc, si les ondes sont en phase, sommet vis-à-vis sommet, creux vis-à-vis creux, ça va être conductif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en phase? Ça veut dire que la différence d'angle entre les deux ondes, c'est des multiples de 2π. Donc, ce serait 0, 2π, 4π, et ainsi de suite. Si c'est destructif, ça serait des multiples impairs de π. Donc, ça serait 2m plus 1 fois π. Donc, si on mettait 0, ça donnerait π. Si on mettait 1 ici, ça donnerait 3π. Est-ce que je suis correct avec ça? 0, ça donne 1. OK, 1, ça donne 3π, 5π, et ainsi de suite dans ce cas-là. Donc, c'est deux façons différentes d'écrire les choses, et c'est ça qui est un petit peu chiant. Comme il y a deux façons, donc il y a des professeurs qui le voient avec des longueurs, puis il y a d'autres professeurs qui le voient avec des différences de phase. Moi, j'aime mieux des longueurs. Dans votre livre, ils ont tendance à faire des fois des longueurs, mais des fois, ils font aussi avec des différences de phase. Donc, vous allez voir, tantôt, je vais faire un lien entre les deux. Puis, OK, si j'ai ça, je peux passer à ça ou vice-versa. Ce n'est pas si compliqué que ça se fait relativement bien. Donc, avec ça, ça termine la petite introduction. Et là, on s'en va vers les problèmes compliqués. Les problèmes que vous avez braillé votre vie. Donc, quelqu'un vous dit, j'ai pas de vie, je ne peux pas brailler. Parfait. Vous avez 10 sur 10. Donc, vous avez deux problèmes. Et pourtant, chapitre 4, c'est sur la lumière. Mais pour introduire l'interférence, c'est beaucoup plus simple avec le son. Donc, on a deux haut-parleurs. Le premier problème, c'est un problème mathématique. Le deuxième, c'est un problème plus de compréhension. Donc, deux haut-parleurs sont distants de 2 mètres. On donne la fréquence du son, on donne la vitesse. Et ici, un mot hyper important. Et là, comme tantôt, ça va être aucun son. Il y aura toujours un qualificatif qui veut savoir, est-ce qu'on va avoir quelque chose de constructif ou quelque chose de destructif? Donc ici, on va avoir un son fort. Donc, c'est-à-dire que les deux sons, en s'additionnant ensemble, devraient amplitude avec amplitude s'additionner pour donner quelque chose de très haut. Donc, on va avoir un son fort. Donc, ça, ce serait une des choses à retenir. Donc, avant de faire la mathématique ici, on va commencer par faire le schéma. À quoi ressemble ce problème? Donc, vous avez deux haut-parleurs. Donc, le haut-parleur 1 qui est ici, le haut-parleur 2 qui est ici, comme ceci. Les deux sont séparés de 2 mètres. Et nous, on veut savoir, devant le haut-parleur 1, est-ce que je vais trouver des points où ce que les deux sons en s'additionnant ensemble vont donner quelque chose de fort? Et là, je vais vraiment le dessiner au complet. Donc, le haut-parleur 1 fait une certaine onde. Donc, ici, je vais marquer mon point P ici, là. Donc, l'onde 1 fait une certaine distance R1 ici. L'onde 2, comme ceci, comme ça, 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 comme ça. Oh, c'est tellement beau mon dessin, je suis content de moi. On fait une distance R2 ici. Et là, sans faire vraiment de physique, sans faire pas de physique, mais d'équation, on voit, les deux ondes ne font pas le même chemin. Donc, c'est-à-dire qu'en arrivant ici, elles peuvent être décalées l'un par rapport à l'autre.
Et dépendant du décalage, oh, ça pourrait donner du constructif, du destructif. Oh, si je m'en vais plus loin, le décalage entre 1 et 2 ne serait pas le même. OK. Possiblement qu'il va peut-être même glisser peut-être plusieurs points en se promenant. J'ai un fort ici. Oh, ça va devenir un nul ici. Plus loin, ça va redevenir un fort. Oh, il y aura peut-être une infinité de points. C'est peut-être ça qui est long à faire. Donc, ici, il y a plusieurs étapes qu'on pourrait écrire. Donc, la première étape, c'est d'écrire qu'est-ce qu'on veut avoir. C'est quoi le but? Le but, c'est d'avoir un son qui est fort. Donc, si on veut avoir un son qui est fort, là, je prends le même symbolisme que dans votre livre. Je trouve ça bien, c'est un symbolisme que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que je veux observer au juste? Est-ce que je veux observer que ce soit des multiples de lambda ou des demi-multiples de lambda? Donc, nous, on va avoir un son fort, donc ça veut dire que c'est constructif. Donc, nous, on va voir que ce soit des multiples de lambda. Donc, c'est la première chose. Deuxième étape, c'est le décalage réel. Quel est le décalage entre les deux ondes de façon réelle? Donc, je m'aperçois que les deux ondes font des trajets différents. Donc, c'est que le décalage réel, c'est R2 moins R1. Or, il faut essayer d'exprimer 1 en fonction de 2 ou 2 en fonction de 1 ici. Donc là, je vais juste refaire mon schéma, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc ça, c'est mon R1, ça, c'est mon R2 ici, ça, c'est... Là, j'ai erré, ça, c'est 2 ici. Donc, si j'ai décidé que R1, normalement, nos nombres variables X, on adore le X, s'appelait X ici, est-ce que je pourrais exprimer R2 en fonction de R1? Donc, je m'aperçois que R2, c'est l'hypoténuse. Donc, R2 pourrait s'écrire en fonction de X comme X au carré plus 2 au carré racine carrée de tout ça ici. OK. Donc, j'ai 1 et 2 qui sont exprimés en fonction de la même variable. Donc, c'est-à-dire qu'ici, la différence réelle sera égale à X au carré plus 2 au carré moins X dans ce cas-là, qui sera ceci. Et là, vous commencez à voir peut-être la difficulté qui va apparaître. Oh, schnout, j'ai des racines des X carrés, je vais être pris avec une équation quadratique à résoudre. Ah, c'est la merde. C'est pire que ça. OK. Donc, on a ça ici. Normalement, on va faire égaler les deux équations, mais il manque quelque chose ici. Je n'ai pas déterminé lambda. Donc, trouver le lambda ici. Donc, on vous donne la vitesse de l'onde, on vous donne la fréquence. Donc, peu importe le type d'onde, la vitesse d'une onde est toujours égale à lambda fois f. Donc, on vous donne le f, on donne le v, donc c'est-à-dire que le lambda est égal à v sur f ici. Donc, 340 sur 567, si je me souviens bien. Et généralement, à l'examen, sur tous ces problèmes de type numérique-là, quand c'est deux sources comme ceci, généralement, j'essaie d'arriver à une longueur d'onde qui est simple. Donc, je n'arriverai pas à 0,61, 48, quelque chose. Normalement, j'essaie d'arriver à un chiffre qui rend donc à 0,6, à 0,7, à 0,15 par exemple. Donc, quelque chose qui est facile parce que vous allez voir que la mathématique, après, devient un petit peu plus compliquée. Donc, maintenant, j'ai toutes les informations. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à prendre tout ça et à former un système d'équations. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, le but, c'est d'observer quelque chose. Donc, c'est observer ça. Et qu'est-ce qu'on doit observer? Doit correspondre à qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, la différence de marche à observer doit correspondre à la différence de marche réelle. Donc, qu'est-ce qu'on va observer? C'est que la différence entre R1 et R2 soit des multiples de lambda. Et cette différence-là est donnée par ceci. La racine de x carré plus 4 moins x en fleur. Donc là, le but, c'est de trouver le x. Et là, je suis pris avec une racine carrée. Donc, quand vous avez une racine carrée, là, ce problème-là, je le fais vraiment au long point de vue mathématique. Essayez d'isoler la racine, puis mettez ça au carré de chacun des côtés. Parce que là, des fois, c'est ça, monsieur, je ne sais pas quoi faire. Donc, je mets ça, le x, j'envoie ça de l'autre côté. Racine de x carré plus 4 reste de l'autre côté. Et je veux enlever la racine carrée parce que faire de la mathématique, trouver une valeur avec des racines carrées, on oublie ça. Donc, on met au carré ici, on met au carré ici. Donc, si on met au carré, vous allez être malheureusement obligé de développer ce terme-là.
Donc, qu'est-ce que c'est ce terme-là au carré? Donc, c'est le premier terme au carré, donc n carré, lambda carré. Après ça, c'est le double produit ici, donc 2 fois m lambda x, plus le dernier terme au carré ici. Tout ça sera égal à la racine carrée au carré. Ça donne x carré plus 4. Et là, c'est merveilleux. Ceux et celles qui pensaient qu'on allait avoir un problème hyper complexe, j'ai un carré qui s'annule avec un carré et mon x n'apparaît qu'à un seul endroit. Oh, on adore ça. Donc, si nous avons notre x ici, qu'est-ce qu'on obtient? Le 4 va rester à droite. Ce terme-là, je l'envoie à gauche, donc moins n carré lambda carré, divisé par 2m lambda ici. Donc, là, on est vraiment, 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 vraiment proche de notre but. On connaît le lambda qui est point ici. Donc, ça veut dire que ça, c'est connu, ça, c'est connu. Là, il y a un petit problème au point de vue mathématique. On ne connaît pas le m. Mais le m, je n'ai pas vraiment beaucoup insisté. Le m, c'est des valeurs positives. Donc, ça peut être 0, ça peut être 1, mais ça peut être aussi des valeurs négatives. Pourvu que ça reste des entiers. Donc, ça peut être 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3. Or, comme il y a une contrainte, ça limite les valeurs de m. Donc, comment on va résoudre ce problème-là? C'est malheureusement par essai-erreur. Oh, c'est pour ça que ces problèmes-là, c'est généralement des problèmes qui sont longs. Donc, on va poser des valeurs de m. On va regarder qu'est-ce que ça donne comme valeur de x. Donc, première chose, est-ce que m égale 0 donnerait quelque chose ici? Si je mettais 0 intérieur, une division par 0, ça donne l'infini. Donc, infini ici, on va dire c'est à rejeter. Donc, ce n'est pas rejeter ici. Donc, ce n'est pas un point concret qu'on peut avoir. Donc, m égale 0, ça donnerait de la merde dans ce cas-là. Si on mettait m est égal à moins 1, probablement que vous allez trouver une valeur négative. Donc, avec moins 1, ça donnerait un x négatif. Et dans ce problème-là, comme x est une distance, on oublie ça. Donc, probablement que les valeurs négatives sont tous à rejeter. Donc, il nous reste, maintenant, on a fait le 0, les moins 1, il nous reste le 1. Donc, c'est sûr qu'à l'examen, vous allez me faire ça plus rapidement. Vous allez dire, OK, ça, c'est à rejeter. Vous allez voir plus facilement qu'est-ce qui est à rejeter. Donc, si on fait n égale 1, donc là, je vais le faire ici. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner x est égal à 4 moins 1 au carré fois lambda qui est 0,6 au carré ici. Tout ça divisé par 2 fois 1 fois 0,6 ici. On pitonne tout ça. Et là, wow, magie! Magie, 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 magie. Vous allez trouver un x de, et là, il faut que je retienne les valeurs, de 3,03 madi. Est-ce que ce x-là est plausible? Est-ce qu'on avait une contrainte sur la valeur de x? Les x disponibles, ce serait de 0 jusqu'à l'infini. Donc, ici, 3,03 mètres, c'est une valeur qui est probable. OK. Est-ce qu'il existe un autre point? Donc, si on fait avec m est égal à 2, donc on met 2 à l'intérieur ici, on fait le calcul, ça vous donne une valeur de 1,07 mètres. Oui, ça veut dire qu'il y a au moins 2 points où on va entendre un son fort. Est-ce qu'il y en a un troisième? Et c'est ça qui, des fois, qui est long. Si on mettait 3 ici intérieur, on arriverait à 0,21 mètres. Encore, c'est possible. Et à la fin, si on mettait 4, donc il a fini par avoir une borne quelque part, on arrive à moins 0,37. Or, il faut que x soit plus grand que 0. Donc, cette valeur-là sera à rejeter. Donc, on se dit qu'ici, devant notre haut-parleur, il existerait 3 points où l'intensité du son serait maximale, donc à 20 cm, à 1,07 m et à 3 mètres, qui donneraient des sons forts. Et on pourrait trouver les sons qui sont faibles, donc en mettant n plus une demi. Donc, c'est pas tout à fait au milieu, mais ça donnerait autour de 2 mètres, il y aurait un son faible. Autour de 50-60 cm, il y aurait aussi un son faible. Et peut-être à 4 ou 5 mètres, il y aurait peut-être un son faible, mais on ne sait pas dans ce cas-là. Donc, ce problème-là, quand vous regardez au départ, ça n'a pas l'air si pire que ça, mais vraiment, c'est quand vous allez en faire par vous-même, vous allez dire, OK, oui, c'est un petit peu plus compliqué que je pensais, mais
vous allez avoir plusieurs problèmes de ce type-là où vous arrivez à l'équation finale, mais vous devez poser des valeurs de M pour trouver toutes les valeurs possibles ici dans ce cas. Donc, il y a des personnes, bon, en tout cas, qui s'amusent au point de vue mathématique, disent ah, comme ça doit être plus grand que 0, ils vont trouver le M maximal, puis après, vous allez dire, OK, ça varie de ça à ça. Puis, donc, ce n'est pas nécessaire de trouver le domaine au départ, mais quelqu'un pourrait trouver le domaine puis résoudre aussi. Est-ce que vous avez des questions sur ce numéro-là? Donc, ce numéro-là, il est vraiment plus mathématique, mais vous voyez un peu quel genre de logique on doit appliquer. Donc, faire attention pour les distances, il faut aussi avoir des limites. Donc, si j'avais demandé un point entre les deux haut-parleurs, 3,03 mètres n'aurait été pas possible parce que entre les deux haut-parleurs, ça va être inclus entre 0 et 2. Donc, des fois, il faut penser aux bornes aussi qui sont possibles dans ce cas-là. Donc, si vous n'avez pas de questions sur celui-là ici, on va passer au dernier. C'est vrai, c'est supposé durer 5 heures. Il va falloir que les derniers durent un petit peu plus longtemps. Le dernier, la difficulté n'est pas directement de la mathématique ici. C'est plus un problème, il y a plus de compréhension un petit peu. Donc, j'ai mis les calculs de côté pour faire quelque chose de plus vraiment, en tout cas, plus intéressant. Donc, c'est encore deux haut-parleurs, ça prend toujours deux sources, je donne la distance entre les deux. On n'entend aucun son. OK, c'est-à-dire si c'est aucun son, ça veut dire que c'est destructif, ça c'est important. Pour un point qui est à 80 cm du premier haut-parleur, on demande quelle est la plus grande longueur d'onde de notre système émis. Donc, on refait la même chose. On dessine. J'ai deux haut-parleurs. Donc, premier haut-parleur, le 1. Un peu plus loin, j'ai le 2 ici, comme ceci. Le 2. Entre les deux, il y a 4 mètres, comme ceci. Et on dit que, si on est à 80 cm du premier haut-parleur, il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a un son qui est nul à ce moment-là. OK, donc là, ici, interférence, je n'ai aucune idée quoi faire. On suit un petit peu la méthode. Donc, premièrement, c'est quoi le but? Je veux rien entendre. Donc, si je veux rien entendre, il faut que qu'est-ce que je veux observer comme différence de marge soit des demi-multiples de lambda. Donc, c'est le but que je recherche. Donc, il faut que ça donne ça. OK. Pour atteindre ce but-là, il y a une différence concrète entre les deux haut-parleurs. Est-ce qu'on est capable de trouver cette différence-là concrète? Donc, cette différence-là est donnée par la différence des deux trajets. Donc, si je dessine mes deux trucs, R2 moins R1. Donc, qu'est-ce que R1? C'est ceci. Qu'est-ce que R2? C'est ceci. Et c'est con, j'ai eu de la misère à trouver R2 en passant. Donc, R1, c'est quoi? C'est 80 cm. Donc, 0,8 mètres. Donc, OK, 0,8 mètres ici. Puis R2, c'est con, parce que j'avais appelé ça X, puis là, en tout cas, je voulais faire un problème avec des lettres au lieu des chiffres, puis je me suis aperçu un petit peu plus tard, OK, j'ai toutes les valeurs ici. Donc, pour R2, en fin de compte, c'est 4 mètres moins 80. Donc, 4 moins 0,8, qui donne 3,2 mètres. Donc, l'onde 1 fait 80 cm, l'onde 2 fait 3,2 mètres. Je mets ça ici à l'intérieur. Donc, ça donne 3,2 moins 0,8. Donc, ça donne une différence de trajet entre les deux de 2,4 mètres ici. Le but, c'est de trouver le lambda, donc je ne peux pas le trouver avec la vitesse du son. Donc là, maintenant, il me reste à combiner ces deux conditions ensemble pour trouver notre lambda. Donc, qu'est-ce qu'on veut observer doit correspondre à qu'est-ce qui est la différence réelle dans notre système. Donc, nous, on veut observer des destructifs, donc n plus une demi lambda sera égal à 2,4 ici. Le but, c'est de trouver le lambda, donc 2,4 sur n plus une demi ici. Dans le problème, on va avoir le lambda le plus grand. Donc, si je veux avoir le lambda le plus grand, il faudrait que je divise par la valeur de m la plus petite qui maximise ce système-là. Comme on peut mettre m égale 0, donc ici, qu'est-ce qui est con? C'est comme s'il y avait une valeur que vous devez fixer par vous-même. Donc, si je mets m égale 0, ça va donner le dénominateur le plus petit. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Donc, ça va donner 2,4 sur 0 plus une demi. Et vous allez trouver que la plus grande longueur d'onde qui permet qu'on n'entend aucun son à 80 cm,
serait 4,8 mètres. Donc, il existerait d'autres longueurs d'onde qui fonctionnaient. Donc, si je mettrais m égale à 1, ça donnerait 3,5. Et 3,5, ça donnerait 1,6 mètres. Donc, pour longueur d'onde. Et après ça, on pourrait en faire d'autres par la suite. Donc, ici, il y a une multitude de longueurs d'onde qui pourraient être possibles dans ce cas-là. Donc, celui-là, vous regardez au point de vue mathématique, il est vraiment simple. Donc, il n'est pas super complexe. J'aurais pu le faire au départ, mais en tout cas, donc, ça, c'est un choix personnel. J'ai décidé de faire lui en deuxième. Pourquoi? À cause de la deuxième question. La deuxième question. Attendez. Excusez-moi, Tchoum qui me fait. La deuxième question, il y a quelque chose de particulier. Je ne suis pas sûr que dans les exercices, il y a peut-être un endroit qui fait quelque chose comme ça. Généralement, les deux sources sont toujours identiques. Donc, c'est-à-dire que les deux ondes partent de la même façon. Or, rien n'oblige les deux ondes de partir de la même façon. Donc, ici, on garde la même longueur d'onde, donc de 4,8 mètres. Mais là, ici, il y a une des deux sources, pour une raison quelconque. Le sinus n'est pas parti à 0,0, il est parti à un autre bas, avec un décalage. Et le déphasage entre les deux serait de pi sur 4. Et là, on demande quel type d'interférence a-t-on à 1,2 mètre des haut-parleurs? Et ça, je trouve ça intéressant au point de vue physique, pas au point de vue physique, mais au point de vue type de problème. Là, on ne demande pas nécessairement une réponse numérique. On ne demande pas de trouver la longueur d'onde, trouver un endroit. On demande de trouver quelque chose qui n'est peut-être pas défini mathématiquement par un chiffre. Donc, qu'est-ce qu'on a ici si on refait le problème? Notre point P il est ici. Donc, ceci, c'est notre R1 qui est à 1,2 mètres ici. Ceci, c'est notre R2. Donc, on pourrait tout trouver le R2, ça serait déjà réglé. Donc, qu'est-ce que R2? R2, ça serait la longueur totale 4 à laquelle j'enlève 1,2 ici, qui donnerait 2,8 mètres ici. OK. Donc, on connaît R1 et R2, c'est déjà réglé. On va vous mettre un point ou deux. Oh! Le but, qu'est-ce qu'on recherche? Le problème, on ne dit pas qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce que c'est constructif ou destructif? Donc, si c'était constructif, il faudrait que le système donne des m lambda. Si c'était destructif, il faudrait que ça donne des demi-multiples. Donc, 1,5, 0,5, 3,5 dans ce cas-là. On ne sait pas qu'est-ce que ça donne. Donc, comme on ne sait pas qu'est-ce que ça donne, théoriquement, le but du problème, c'est trouver le chiffre qui devait être lambda. Est-ce que ça va être un 1, un 2, un 3, ou un 2,5, un 2,5, un 3,5, un 4,5 dans ce cas-là? Donc, on pourrait dire qu'ici, qu'est-ce qu'on cherche? Je vais appeler ça point d'interrogation fois lambda. Ici, mon point d'interrogation n'est pas tellement beau. Point d'interrogation fois lambda. C'est le point d'interrogation que je cherche. Donc là, oh, ça devient intéressant. Moi, j'adore ça. Oh, ça, c'est notre observé. Le réel. Quelle est la différence réelle entre les deux ondes? Et là, il y a quelque chose de particulier. Là, c'est vraiment général. La différence entre les deux ondes, il peut y avoir deux sources. Il peut y avoir des paramètres de géométrie. À cause que les deux ondes ne parcourent pas la même distance, il y a une différence qui existe entre les deux ondes. Mais aussi, il pourrait y avoir un décalage en fonction de la phase. Oh, une onde est partie à 0,0 et l'autre est partie à 2/3 de son amplitude, par exemple. OK, ces deux décalages-là ensemble vont donner le décalage, la différence totale entre les deux ondes. Donc, ici, pour le paramètre géométrique, je vais le faire comme ceci. Lui, ça va super bien. Donc, c'est R2 moins R1. Donc, c'est 2,8 moins 1,2. Ça donne 1,6 mètres ici. Donc, ça, c'est le décalage à cause de la géométrie. Là, il nous reste le décalage à propos de la phase. Or, ici, il y a quelque chose de particulier. Si je veux que ça soit cohérent, si j'ai un décalage géométrique en mètres, il faudrait que les décalages en phase, de la phase ou du déphasage, soient aussi en mètres. Oh! Est-ce qu'on est capable de convertir un déphasage de pi sur 4 radians pour que ça corresponde à des mètres? Donc, ici, je vais parler de deux façons. Donc, il y a la façon
Jean Parent qui fait des règles de 3. Donc, c'est quelque chose vraiment de proportionnel. Donc, si vous avez un cycle complet, un cycle, ça correspond à 2π, puis un cycle, ça correspond aussi à un lambda qui est égal à 4,8 mètres ici. Or, nous, qu'est-ce qu'on veut avoir? C'est seulement, moi, je n'ai pas fait un cycle au complet, je n'ai pas fait 2π, j'ai juste fait π sur 4. Donc, à quoi que ça correspond ici? Donc là, on pourrait faire un produit croisé et on trouverait que le décalage à cause du déphasage sera de 0,6 mètres. Mais sur votre feuille de formule, elle est malheureusement dans le chapitre 1, il y avait cette équation-là qui apparaissait, qui relie, si je donne une différence de phase, je peux relier ça à une différence de distance ou à une différence de temps. Sur votre feuille de formule, vous avez cette relation-là qui dit que la différence de phase pour un système, donc ici, qui est π sur 4, sur la référence, donc la référence, c'est 2π, ça correspond à quoi? Ça correspond à une différence de trajet sur la référence d'un cycle, c'est lambda. Donc, ça revient à faire la même chose que le produit croisé. Donc, on a delta phi qui est π sur 4, on a 2π, on a le lambda qui est 4,8, et on trouverait que notre différence de phase serait encore 0,6. Donc, ceux qui se sont dit, bon, une règle de 3, ce n'est pas logique. En fin de compte, ceci, c'est la règle de 3 écrite sous forme de symbole. Donc, avec ça, je peux trouver la différence totale entre les deux ondes. Donc, vous avez, à cause de la différence de trajet, une différence de 1,6. À cause de la différence de phase, une différence de 0,6. Donc, c'est-à-dire que la différence totale entre les deux ondes sera de 2,2 mètres. Donc, dès qu'on a ça, là, le problème n'est pas super long à terminer. Donc, qu'est-ce qu'on veut observer doit correspondre à la différence réelle entre les deux ondes. Qu'est-ce qu'on va observer? On ne sait pas. Le but, c'est de trouver notre fameux point d'interrogation. Point d'interrogation fois lambda est égal à 2,2 ici, auquel calcul compliqué. Point d'interrogation va être égal à 2,2 sur lambda. Le lambda, c'est le lambda qu'on avait trouvé tantôt, 4,8. Et, méchante réponse, vous allez arriver à 0,45, ce qui est une réponse logique. Les entiers ou les demi-entiers, c'est vraiment des cas spéciaux. Donc, sur une distance de 4 mètres, il peut y avoir un endroit ou deux endroits que je trouve un maximum. Je peux avoir un endroit ou deux endroits ou trois endroits que j'ai un minimum. Mais tout le reste, c'est qu'est-ce qu'on appelle les interférences intermédiaires. Donc, ici, dans ce cas-là, je suis arrivé, donc je n'ai pas choisi mes normes, donc je suis allé au hasard. C'est normal que je tombe sur quelque chose d'intermédiaire. Le type d'interférence, ce serait une interférence intermédiaire. Donc, c'est ni intermédiaire. C'est une interférence intermédiaire. C'est ni totalement constructif, ni totalement destructif, mais on peut tirer un petit peu plus, on peut racheter quelque chose. Est-ce que le point 45 est plus proche d'un entier ou est plus proche d'un demi-entier? Demi-entier ici. Donc, je m'aperçois que le point 45 est plus proche de 0,5 que de 1. Donc, on pourrait dire que c'est une interférence intermédiaire plus près de destructif. Donc, ça veut dire que si j'entendais le son, ça serait un son qui serait, j'entendrais un petit son, mais ça serait un son qui serait faible parce que je m'approche, donc je ne suis pas loin du complètement nul dans ce cas. Donc, avec ça, ça termine. Donc, lui est un peu plus élaboré. Donc, il y a plus de choses à pencher. Donc, les calculs sont simples, mais la réflexion est un petit peu plus élaborée, je pense. Donc, avec ça, ça termine. Je vous avais mis 3 heures de physique, mais comme la physique passe tellement rapidement, j'ai fait ça en moins de temps. Donc, c'était voulu.